Bonjour à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Après des saints des tribus aux fuqaha de l'État, anthropologie de l'islam, anthropologie théorie et expérience, le temps de la tribu, le pouvoir et la gestion de la violence dans la société sahraoui, de l'attente à la ville, la société sahraoui et la fin du nomadisme, entre Dieu et la tribu, hommes de religion et pouvoir politique en Mauritanie, la baraka des femmes, la religion féminin, études sahariennes, la société, le pouvoir, la religion et le beau livre, la Khayma, Tente noire du Sahara. Le livre La ville dans la société bédouine, saint et société en islam, la confrérie ouest-saharienne Fadelia. L'anthropologue, historien, enseignant et chercheur Rahal Boubrek nous revient avec un essai intitulé La question du Sahara aux origines d'une invention coloniale 1884-1975. Un livre édifiant, incontournable, qui revient, document et faits historiques à l'appui, sur le long processus de création échelonnée du colonialisme au Sahara marocain qui a coupé le Sahara de son prolongement historique, social et culturel au Maroc. Dans ce livre essai, le professeur Rahal Boubrek revient sur le processus historique de près d'un siècle qui a conduit à l'invention d'un territoire par la colonisation. Rahal Boubrek, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, première question, vous avez opté dans ce livre pour une approche différente des approches et des angles habituellement pris par les historiens ou les chercheurs pour les études sur le Sahara marocain. C'est un discours d'habitude de légitimation du droit historique du Maroc, mais là, c'est autre chose. Pourquoi vous avez choisi un angle différent ? Merci pour l'invitation. D'abord, ce choix, c'est d'abord pour un chercheur, il faut toujours innover, ou bien chercher d'autres angles, si je peux parler d'attaque, ou bien oui. d'approche. Et ce livre, c'est à partir des archives, qui sont pas certains archives, fonds d'archives, c'est la première fois qui est exploré. Et donc, c'est un choix aussi d'approche au-delà même des archives et de l'aspect historique, mais essayer de chercher les origines d'une question qui dure depuis bientôt 50 ans, depuis 1975, et essayer de trouver d'autres réponses. Oui, parce qu'on trouve de temps en temps des articles par-ci par-là, éparpillés sur ce processus colonial, mais consacrer tout un essai, tout un livre à la question. Professeur Boubrek, pourquoi cette approche ? C'est une approche différente, c'est une approche historique, c'est un travail qui s'étend sur un siècle, voire plus. D'abord parce que c'est la question de Sahara. Pour le retracer, il faut remonter aux origines. Les origines, c'est le fait colonial, c'est la fin du 19e siècle. Et même avant. Même avant, c'est-à-dire si on remonte vers le 15e siècle, mais surtout si on commence à tracer cette chronologie à partir de la colonisation moderne. Oui. D'abord le congrès de Berlin, 1884-1995, mais surtout au début du siècle avec les frontières, des accords de 1904 et 1912, et tracer des frontières fragmentées, l'empire chérifien. Et ça a continué jusqu'à 1934, c'est la première occupation militaire de ce qu'on appelle le Sahara à l'époque espagnole. Donc les premières unités des méharistes et des militaires espagnols sont arrivés à Asmara. Et plus tard, donc deuxième phase, c'est les années 50 avec l'armée de libération et les opérations Ecovian et la libération avortée. Et à partir des années 60, c'est un autre processus jusqu'à 1975. Et donc, chaque étape correspond à une puissance coloniale, surtout des deux puissances françaises et espagnoles. Et j'ai essayé c'est pourquoi je l'ai appelé un essai, c'est une thèse que je défends, c'est par rapport à la compréhension de la question du Sahara. Il ne faut pas s'arrêter à 75, des événements des années 60 ou 73, avec la fondation de Polisario et autres, mais pour comprendre, il faut remonter à ses origines historiques. À ses origines historiques, et vous, dans le livre, vous remontez beaucoup plus loin, vous remontez jusqu'au XIVe, XVe siècle, jusqu'à la Reconquista, jusqu'à ce fantasme que constitue le Maroc, et puis le Sahara, pour les Espagnols, pour les catholiques. On connaît que la reine Isabelle, la catholique,
c'était un fantasme et un rêve. Et puis, ils n'ont eu de cesse d'envoyer tantôt des explorateurs, tantôt des commerçants. Enfin, c'était pour repérer, c'était des espions, mais ce rêve ne les a jamais quittés. Oui, depuis, il faut toujours intégrer ça dans une conquête, la conquista, oui, la reconquista, qui est à partir surtout après la chute de Grenade, mais après l'occupation de Ceuta et du nord du Maroc, et la progression vers l'Atlantique et surtout vers 1434, quand les Portugais, surtout parce qu'à l'époque c'était les Ibériques en général, ils ont dépassé Cap Boujadour, et à partir de ce moment-là, c'était au nom de la christianisme. Exactement. Et appuyé par l'Église. Oui, oui. Et donc, à ce moment-là, il y a des enlèvements. À l'époque, elle appelait des indigènes, mais la population locale de la région de Rio Douro. À l'époque, c'est d'ailleurs l'appellation de Rio Douro. C'est les Portugais qui ont inventé ce nom-là. Et donc, les enlèvements de la population autochtone à partir de cette-là. Et d'ailleurs, même l'homme de religion Bella Cisneros, qui était derrière, qui a légitimé cette conquête. Bella Cisneros, c'est l'actuel Dakhla. Quand à la reconquête 1884, quand Bonil est arrivé, il a appelé l'embouchure de Dakhla, en fait la baie de Dakhla, la première fondation, première poste militaire, Bella Cisneros, par référence au XVe siècle, c'est-à-dire cette conquête, la conquista. C'est toujours au nom de la religion, au nom des croisades. Des croisades. C'était toujours les croisades. Qui en fait combiné à la fin du XIXe siècle avec la colonisation, avec moderne, avec les ambitions économiques, avec les compagnies ou bien les sociétés soi-disant savantes, mais derrière eux, il y a des hommes d'affaires. Les comptoirs commerciaux. Voilà, donc voilà, c'était des puissances et des capitalistes qui cherchaient une expansion territoriale en Afrique en général. Alors, c'est un livre qui se base sur des documents historiques, beaucoup de recherches. Il fait plus de 360 pages. Et on sait que la difficulté, c'est justement de trouver ces documents. Sur quels documents vous vous êtes basé? On sait que nos documents sont éparpillés, documents du Maroc, un peu partout. Oui, bien sûr. Et surtout, pour approcher cette question de Sahara, il faut approcher, au fait, vous savez que les administrations coloniales, surtout si on prend la puissance coloniale française, qui était en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, et dans les régions voisines. Et à chaque région, en fait, si on cherche tout ce qui concerne la partie du début du siècle, 1900 jusqu'à 1910, c'est les archives d'outre-mer qui sont à Aix-en-Provence. Parce que tout ce qui concerne la résistance de Cheikh Mel'Aïnin et des tribus contre la colonisation française, qui remontait du fleuve du Sénégal, c'est géré à partir de Saint-Louis et plutôt Dakar. Donc, toutes ces archives sont à Aix-en-Provence, les archives d'outre-mer. Les archives de côté de Ouadnoun, qui est protectorat du Sud, dépendent de Rabadan, qui sont aux archives de Nantes, les archives des affaires indigènes. Déjà en France, c'est éparpillé entre plusieurs. Et après, donc les archives militaires, c'est les archives militaires, c'est les archives de Vincennes, c'est la région parisienne. Les archives diplomatiques, tout ce qui concerne les années 60-70, c'est les archives de La Courneuve. Sans parler d'autres centres comme et instituts comme le Chiam, en fait, qu'il y a des rapports et tous les mémoires des officiers qui étaient à Ouadnoun et qui étaient parfois même en Mauritanie, qu'on les trouve à Chiam, qui était à Paris, maintenant la banlieue parisienne. Il y a aussi les archives espagnoles, Abella, les archives militaires d'Abella, Alcala, et aussi les archives privées, surtout le fonds de Beguiri, qui était le colonel de Beguiri, qui était le dernier secrétaire général dans la province, ça s'appelait à l'époque la province espagnole, en fait le Sahara espagnol, qui d'ailleurs lui n'a pas donné les archives à l'État espagnol, mais l'a conservé chez lui jusqu'à des années après sa mort. Donc c'est une association à Madrid. Donc et les archives britanniques. Les archives, c'est surtout les écrits comme Mackenzie, donc les mémoires de Mackenzie qui a publié ses mémoires. Et surtout, il y a un autre aspect aussi. Tout ça, c'est doublé d'une connaissance, en fait, des entretiens avec les acteurs de l'époque, surtout à partir des années 50, 60, avec Ben Saadi Tidder, avec Boubker qui était
les chefs de l'armée de libération, avec les résistants, les mémoires vivantes. Les mémoires vivantes. Mais maintenant, en fait, le choix délibéré d'une chronologie, c'est fait exprès. J'allais vous poser la question, parce qu'il est très... Vous avez parlé de Mackenzie, juste pour les téléspectateurs, Donald Mackenzie, il était envoyé par les Britanniques. Il a construit un comptoir commercial qu'on peut encore voir aujourd'hui au large de Tarfaya, c'est la Casa Mar. Voilà, on la voit ici. Et c'est très intéressant, il se lit facilement et c'est très didactique. Pourquoi l'approche chronologique? L'approche chronologique, parce que moi, en fait, que vous avez dit anthropologie-histoire, j'ai des ouvrages anthropologiques, c'est très problématique avec les concepts, les théories. Ça, je voulais un ouvrage de grand public, mais avec le sérieux et la documentation de l'historien. C'est-à-dire, donc, voilà, c'est chronologique pour comprendre le processus, parce que c'est un processus chronologique, et c'est un récit qui permet aussi de conduire le lecteur fait pas par pas jusqu'à qu'il comprend à la fin 75 la question. Donc, il y a ce souci pédagogique. Une œuvre de vulgarisation aussi, parce que il est accessible. Il est accessible, mais tout en gardant la rigueur scientifique. C'est clair. Surtout beaucoup de références, beaucoup de citations pour témoigner, en fait, pour documenter les événements, bien en fait, tout ce qui est raconté, les faits historiques sont des récits avec parfois même beaucoup de détails et surtout les références bibliographiques, les références aux archives. Parce qu'ils sont inaccessibles, en fait, ils ne sont pas publiés, en fait, ils sont encore manuscrits. Donc, ce souci de beaucoup d'extraits qui permet aussi aux lecteurs de lire directement, accéder directement au texte. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas très bien l'histoire vous vous êtes intéressé beaucoup à un siècle, mais vous êtes remonté plus loin. On croit que c'était les forces de colonisation espagnoles et françaises, mais en fait, il n'y avait pas que, et il y en avait d'autres, les Portugais, les Allemands, on découvre des accords avec les Allemands, on découvre... Pourquoi les côtes sahariennes attisaient autant de convoitises occidentales? Vous savez qu'après 1884, en fait, quand les Européens se sont rencontrés à Berlin pour partager l'Afrique comme un gâteau, donc chaque pays essayait de procurer plus de territoires et de pays. Donc, le Sahara, donc les Espagnols sont arrivés en 1884, ils ont revendiqué cette partie, surtout entre le Cap Blanc et Cap Boujadour. Le Nord n'était pas exclu, mais les Britanniques avaient d'autres ambitions. D'ailleurs, on a parlé de l'Écossais Mackenzie qui a fondé une entreprise, en fait une entreprise commerciale, mais derrière c'était une entreprise coloniale, et comment le sultan Hassan Ier, qui a senti début de la pénétration coloniale, a fait deux harkas vers le sud, 1886, plus tard, donc le représentant le Qaïd d'Ahmed Ould Beyrouk. Donc il y a toujours la maison d'Ahmed Ould Beyrouk où le sultan Moulay Hassan a séjourné 2 fois à Guelmim. Voilà, donc il a envoyé Dahman, c'est lui qui a détruit le bâtiment. Parce qu'il y a le Kassamar qu'on a vu, mais il y a d'autres bâtiments sur la côte, donc il est détruit. Et les Britanniques, ils ont négocié avec le souverain marocain pendant des années pour la compensation. Ça veut dire qu'ils reconnaissaient là. Et donc il y avait l'accord qui a été conclu en 1895, qui a reconnu l'autorité du sultan de Ouadra jusqu'à Cap Boujadour. Donc c'est que plus tard que 1940, un marchandage entre la France et les Anglais pour que la France a cédé l'Égypte en contrepartie que les Britanniques ne revendiquent pas et ne reconnaissaient pas en fait surtout le respect de cet accord avec le sultan. La même chose avec les Allemands, c'est 1911. Dès qu'il y a ces convoitises espagnols, français, on l'a dit, les Britanniques et aussi les Allemands. Mais c'est les accords de 1900, c'est pourquoi moi j'ai remonté à cette époque, 1904, c'est-à-dire ils ont partagé, fragmenté le territoire de l'Empire chérifien. Ils l'ont dépecé littéralement. Avant même le protectorat 1912. Et ça même contre l'accord qui était en fait conclu entre ces États pendant le Khuzeirat, surtout Al Jazeera en 1906, qui reconnaissait l'unité de l'Empire marocain chérifien. Donc,
cette fragmentation, ces frontières artificielles, en fait le bouquin, en fait le livre, c'était d'abord comment la colonisation a fabriqué un territoire artificiel qui n'existait pas, qui est le Sahara. Qui ne respecte pas ni les caractéristiques sociales, ni culturelles, ni géographiques. Voilà, le terme Sahara occidental n'existait pas. Ils ont inventé ce concept, ce terme. Oui. Et après, ils ont fait tracer des frontières. Les officiers et les politiques à Madrid et à Paris sont avec la règle, un crayon à la carte, en train de faire des lignes sur une carte pour faire des frontières de nord, de sud, qui ne respectaient ni liens historiques, ni spécificité, même la même tribu est partagée entre deux frontières. D'ailleurs, il y a même zone qui est fragmentée, qui par exemple, même à l'intérieur du Sahara, ils ont fragmenté entre le Rio Douro, entre le Seg el Hamra en statut, entre Tarfaya et Tantan, c'est un protectorat du sud, entre Ouadnoun, c'est un protectorat du nord, entre Tindouf, qui est rattaché à Alger. Donc, voilà, même dans le même territoire, ils ont fragmenté ce territoire. Donc, ils ont fabriqué le territoire du Sahara, ce qu'on appelle le Sahara occidental. Au Maroc, 1956, l'indépendance. Oui. Donc, le Maroc, c'est pas. À quel Maroc on revendique? Qu'est-ce que le Maroc de 1900, 1904, 1912, 1934? Donc, le Maroc était le souverain, en fait, l'État marocain était obligé de négocier par pas. Absolument, partie par partie, pour récupérer. Oui. Voilà. Oui. Ce qu'on appelait à l'époque le protectorat du Sud, Tarfaya, donc 58, Sidi Ifni, 69. Sans parler et le reste du Sahara, 75. Oui. Donc voilà, mais ça, c'est l'origine, c'est ça. Absolument, mais une chose très 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 importante, là on revient un tout petit peu en arrière, c'est que même pendant le 19e siècle, du temps du règne du sultan Moulay Hassan, c'est que le pouvoir central ou le Makhzen de l'époque n'est pas resté les mains croisées, parce que justement il y avait toujours des contacts. Il y avait Cheikh El-Aïnine qui était mandaté par le sultan Moulay Hassan. Oui, bien sûr, la résistance, en fait, depuis la première, en fait, la présence espagnole en 1883 et 84, immédiatement les tribus ont détruit le centre, ou bien le poste militaire qui était construit par Bonili. Oui, ils l'ont par les brûlé, tribus. Oui. Voilà. Et donc, Cheikh El-Aïnine avec les chefs des tribus de Sahara. Et en fait, ils ont envoyé une délégation du début du siècle, 1905, de la résistance, 1903, 1905. D'ailleurs, même l'artisan de la colonisation française au Sahara, c'est Xavier Kopulani, il est mort à Tijikja, au centre de la Mauritanie, tué, en fait, assassiné ou bien tué dans le combat par les résistants. Et donc, jusqu'à 1910, avant la conquête du nord de la Mauritanie, c'est-à-dire l'Attar, donc la résistance appuyé par le sultan. D'ailleurs, le sultan en 1907, il va envoyer son cousin Moulay Idriss, qui va partir à Smara et aller jusqu'au nord, ce qu'on appelle actuellement de la Mauritanie. Et donc, dans ce cadre-là d'aide d'abord militaire, en fait, en armement militaire, et aussi envoyer le représentant du sultan, d'ailleurs, Cheikh El-Aïnine, mais aussi le cousin du sultan pour d'ailleurs organiser la résistance contre les Français. Et après l'échec de la résistance, la même population, ils sont remontés vers Tiznit, ils ont aussi mené la résistance au sud du Maroc. Ça veut dire que avec les Hiba. Donc c'est la même unité de la résistance contre la présence, contre l'accusation française et espagnole. Et donc 1934, donc c'est la première en fait la conjonction, c'est-à-dire l'armée française au Maroc, en Algérie, au nord de la Mauritanie, au Sénégal, ou bien ce qu'on appelle l'AOF, l'Afrique occidentale française, il y a la conjonction, donc ils ont encerclé le Sahara. Et donc c'est à ce moment-là que les Espagnols, ils ont conquis, en fait, ils ont imposé une présence militaire jusqu'à... Voilà. Absolument. Alors, à un certain moment, on a parlé de 56, l'indépendance du Maroc, il a commencé à récupérer bout par bout, en fait, les provinces colonisées dans le sud. Et puis il y a eu un événement important qui est l'opération Écouvillon, qui était un mariage de raison, une alliance entre les Français et les Anglais, parce que les Français ont joué un très grand rôle. C'est eux d'ailleurs qui ont, ils le disent, l'avouent eux-mêmes, c'est eux qui ont. Vous avez d'ailleurs fait un documentaire sur Écouvillon, Sahara 58, on voit l'affiche. Ils ont travaillé main dans la main pour mettre à genoux, pour éradiquer. Bien sûr. Justement, la résistance. Voilà, après le retour de feu. Mohamed V, le sultan Mohamed V, même à l'indépendance du Maroc, et immédiatement après l'indépendance, l'été 56, donc une délégation est venue de côté de l'Ayoun, donc il y a un grand congrès à Meshgag,
donc qui était sous la colonisation espagnole, oui, oui. et une délégation venue de la région de Tiddouf. Oui. Et donc, ils ont renouvelé l'allégeance, ils ont demandé l'aide pour la libération. Et à ce moment-là, il est sous l'autorité, le commandement de roi, le feu Mohamed V, l'armée de libération s'est dirigée vers le sud. Et donc, il y a des combats, il y avait des grands combats contre la colonisation française et espagnole au Sahara. Il y a Rewa, il y a Teguel, il y a aussi l'opération Tchela, la fameuse opération Tchela. Et c'est à ce moment-là. Et donc, l'armée de libération a libéré toutes les parties. En fait, les Espagnols, ils étaient cantonnés à l'Arioun, à Tarfaya et à Dakhla. Et même Tanta était libéré à ce moment-là, avant même les accords de Sénitra en avril 1958. Donc, à ce moment-là, les deux puissances coloniales, le régime, il faut savoir, dès que Franco à l'époque était un allié des nazis, était isolé. Un dictateur allié des nazis. La 4e République s'est alliée avec ce régime de Franco pour écraser. Et donc, février 1958, une opération qu'on ne parle pas beaucoup, c'est Ikovian, vous avez parlé que j'ai beaucoup travaillé avec les gens qui ont subi les conséquences de cette... et ça, c'est l'échec de cette armée de libération. Ceci dit, après 1958, le Maroc a négocié le retour de Tarfaya, mais un autre processus, c'est janvier, un mois, le même moment qu'ils étaient en train de planifier par l'opération Ikovian, donc Franco a créé un autre statut de Sahara espagnol comme province espagnole. C'était je ne sais plus la 58e province espagnole, voilà. Et on avait qui siégeait au Cortés. 51, bien 52, donc il a dit que la population elle est là, va être représentée au Cortés, Parlement espagnol. Mais ce qui est important à ce moment-là, après qu'ils ont fabriqué le territoire, ils ont des frontières artificielles, et le Maroc s'est retrouvé pour récupérer partie par partie. Il y a donc, les Espagnols ils ont entamé un autre processus, c'est la fabrication, ce que j'appelle moi un peuple. C'est ça, parce que là ça commençait à l'instrumentalisation des tribus et nourrir la haine, déjà pour le Maroc. Déjà ça a commencé 59-60. Et créer une spécificité sahraoui qui n'existait pas. Après ils ont éclaté le territoire, ils ont des frontières artificielles, ils savaient que ces frontières, les tribus n'ont jamais respectées. Oui, et ils savaient même que, et les liens, même après le retour de souverain, le retour de sultan de son exil et après l'indépendance, de cet attachement entre la population locale et la monarchie et le palais. Donc, ils ont un autre processus et surtout parce qu'immédiatement après la fin de l'Ikovian, le roi Mohamed V a visité le fameux discours de Mohamed Rezan qui a revendiqué le Maroc, revendique ses territoires sahariens. Donc, un autre projet était mis en œuvre, d'abord par les Français qui étaient encore toujours à Tindouf, et les Espagnols pour faire séparer les tribus en instrumentalisant parfois un discours, soit le peuple, soit vous êtes différents de Maroc. Et tout ça aidé par les intellectuels, la presse, il y a la revue Africa, qui est toujours sur la spécificité culturelle, identitaire de la population nomade de Sahara par rapport au reste du Maroc. Absolument. Alors 75, vous avez un chapitre que vous avez intitulé 75, l'année décisive. En 75, on sait, il y a la marche verte et tout ça, mais pas que ça. D'accord, parce qu'en fait, le Maroc a toujours, à partir des années 60, a toujours essayé de trouver un issue pacifique par des négociations entre les deux États. Comme a été en fait Tarfaya par négociation, Sidi Ifni 69 par négociation. En fait, le Sahara, mais les Espagnols, à partir des années 70, ils avaient un autre projet, créer un État. D'abord l'autonomie et plus tard l'État. Donc 73, ils ont commencé ce processus. Donc 74, le recensement de la population pour organiser un référendum. C'est à ce moment-là, l'été 74, le feu Hassan II a demandé, en fait, a envoyé une lettre à Franco pour le mettre en garde. Et septembre, le Maroc, septembre 75, a demandé l'arbitrage de l'accord de la Haye. Donc les Espagnols n'ont pas voulu. Donc décembre, l'Assemblée nationale, l'Assemblée de l'ONU a donné raison au Maroc, a demandé à l'Espagne de suspendre le référendum. Sinon, donc à ce moment, c'est un autre processus, l'autonomie 75 et l'indépendance. Donc tout un processus que j'ai bien un chapitre, comment mobiliser d'abord, créer un parti politique, essayer de négocier avec Polisario, ainsi de suite. Il y a beaucoup, en fait, le lecteur peut trouver ces informations, bien cette chronologie de l'évolution de la position espagnole à ce moment-là. Donc immédiatement, donc au même moment, le Maroc, le souverain,
commencé en fait, à préparer la contre-attaque, parce qu'ils savaient que les Espagnols préparaient quelque chose. C'est-à-dire l'autonomie après l'indépendance. Immédiatement, le 16 octobre, après que la Cour de la Haye a donné son avis, donc il a appelé à la marche verte qui était déjà préparée auparavant. Et pas le jour au lendemain. Oui. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le relais a été passé à d'autres, aux Algériens. Quand les Espagnols, en fait, malheureusement, on n'a pas le temps pour développer toute cette... il nous reste une minute, on a même... Donc voilà, au moment que les Espagnols ont senti, surtout les militaires sur place, le gouverneur général Salazar et son secrétaire général de Veguiri, avec le responsable de la sécurité Aguirre, ils ont commencé contact avec le Front Polisario. D'ailleurs, la rencontre était 21-22 octobre, Al-Mahbes, en présence de 2 officiers algériens. Et la photo, en fait, elle est publiée par Aguirre. Et donc, ça montre cette préparation. Et une partie, en fait, un front, bien, une partie des militaires qui étaient hostiles au Maroc, ils ont commencé à passer D'ailleurs, les Algériens n'avaient pas besoin que ça. Donc, ils ont déjà commencé leur travail contre le Maroc à partir de 72, 73, 74. 74, c'était carrément... 75, c'était flagrant. Donc, à ce moment-là, ils ont passé le projet à l'Algérie avec le Polisario pour mettre en œuvre cet État ils ont préparé le terrain pour sa création. Et l'importance de ce livre, c'est d'expliquer que justement la question du Sahara marocain, c'est une question de parachèvement, d'intégrité territoriale et pas du tout une question de décolonisation d'un territoire, ce que beaucoup de pays occidentaux ne comprennent pas et ce que peut-être même l'ONU n'arrive pas encore à trancher en reconduisant, en maintenant un statu quo, alors que c'est une affaire qu'il faut trancher. Bien sûr, parce que l'ONU aussi, on n'a pas eu le temps de parler de l'ONU. Toutes les résolutions de l'ONU, tout le travail de l'ONU, c'était tellement, il essaie de chercher un compromis moi je la considère comme, il fait partie du problème, plus qu'il va résoudre le problème. Et actuellement, que la question de Sahara soit inscrite aux 4e commission chaque année, c'est une erreur depuis le départ. Pourquoi je dis ça? Parce qu'au même titre que le Sahara a été inscrit à la 4e commission 65, Sidi Ifni était aussi inscrit. Oui. Pourquoi séparer les deux? Et ça, c'est d'autres questions que le lecteur trouvera des réponses. Absolument. Donc moi, j'invite les lecteurs à lire ce livre très édifiant s'ils veulent connaître l'histoire de la colonisation du Sahara pendant un siècle et même plus. Un livre référence à la question du Sahara aux origines d'une invention coloniale 1884-1875 aux éditions La Croisée des Chemins. Merci beaucoup, professeur Al-Hal Boubrik. À très bientôt, j'espère. Merci, monsieur. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.